Bon, alors, et sacré programme quand même, hein. La beauté sauvera le monde. Donc moi j'étais prêt, hein, quand on m'a appelé pour venir sauver le monde, j'ai dit ok, j'arrive. Je vais vous emmener pour cette courte introduction dans mon monde qui sont les montagnes et plus particulièrement les stations de ski où on a affaire aux mêmes enjeux, voire même en plus concentré et en plus rapide, les enjeux d'ordre existentiel, hein, qu'on connaît tous dans notre société. Et donc j'ai grandi en station de ski et en 2020, j'ai commencé à prendre la parole pour dénoncer, expliquer l'obsolescence du modèle économique de nos stations de ski qui sont basées, comme vous le savez peut-être, sur l'immobilier, évidemment, sur de la concentration de capital assez faramineuse, sur le pétrole, bien sûr, la voiture, les parkings et accessoirement la neige. Mais c'est vraiment accessoirement. Neige qui remonte et qui disparaît d'année en année. Donc je m'étais dit, tiens, j'avais cette idée de résistance dès le début, en me disant il faut que je résiste, que je participe à résister au discours des lobbies et que je partage la connaissance qui existe. Il y a beaucoup de connaissances sur l'environnement, sur la météorologie, sur l'économie. Et en partageant cette connaissance sur l'obsolescence du modèle économique, je vais résister au discours des lobbies, du ski industriel. Et naturellement, un peu comme par magie, leurs arguments vont se dissoudre et de façon tout à fait rationnelle, on va prendre la bonne direction. Bon, autant vous dire que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Les lobbies, quand je parle des lobbies, on a tous dans nos business nos propres lobbies. Ils en avaient à peu près rien à faire de ce que je leur racontais. Et surtout, ils avaient un porte-voix beaucoup plus gros que le mien. Donc moi, avec mes petits bras, j'arrivais pas beaucoup à résister. Et puis, surtout, ce que je découvre, j'ai oublié de vous dire que j'étais journaliste et écrivain, et je découvre dans cette prise de parole un rapport de force. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de rapport de force. J'imaginais qu'on allait pouvoir dialoguer, échanger des arguments, et puis avancer ensemble. Bon, ok, j'étais assez naïf, je revendique ma naïveté, et donc je découvre ce rapport de force. Donc résister, j'étais vraiment là-dedans. J'étais vraiment dans ce bras de fer avec un vocabulaire qui était de l'ordre, qui est toujours utilisé d'ailleurs, de l'ordre de la bataille, du combat. Tu es contre nous ou tu es pour nous. Et dans ce rapport de force, évidemment, je ne pouvais pas gagner. J'étais trop petit et j'étais en train de m'épuiser. Et puis surtout, je découvrais le prix à payer pour prendre la parole et pour résister. Le prix à payer de l'ordre de la perte de tranquillité et puis de cette accusation de trahison, puisque j'étais un enfant du ski industriel. J'ai grandi dans une de ces stations de ski qui est une véritable ville nouvelle avec des immeubles à 1800 mètres d'altitude. Donc je trahissais le monde duquel je venais. Et puis j'ai découvert aussi que parmi les gens que je connaissais, il y avait une vraie différence entre le discours privé, qui était lucide, qui était assez honnête sur la situation, qui correspondait au mien, et leur discours public. Et d'un seul coup, dès qu'ils prenaient la parole en public, ils ne faisaient que répéter les éléments de langage du lobby, ils défendaient le système en place. Donc j'étais un peu étonné par cette attitude. Et il y a cette expression que j'aime beaucoup qui est tirée de la biographie romancée sur Mussolini de Antonio Scorati, la farouche volonté d'abdiquer. Voilà. Cette expression-là, je l'ai vécue, je l'ai vue, peut-être que ça vous parle. Et donc je continue de résister, mais je commence à comprendre que je vais m'épuiser assez rapidement. Et puis je découvre, en enquêtant, en questionnant, en écrivant des livres, d'ailleurs il y en aura un tout à l'heure si ça vous intéresse, avec des interviews de ce monde-là, de gens qui travaillent à changer les choses, à imaginer des futurs différents, des futurs alternatifs. Je découvre une communauté de pensée, de valeurs, de gens qui disent à peu près la même chose que moi, parfois avec 15 ans d'avance, parfois beaucoup mieux, des directeurs de services d'épices, des professeurs d'université, des commerçants, des activistes, tous vraiment amoureux de la montagne,
Et chacun à sa façon agit, résiste. Alors moi je le fais avec mes mots, c'est ma matière à moi, hein, comme le bois dans l'atelier d'Emmaüs, et toutes les sortes de bois. J'ai visité ça hier, je vous le recommande. Cette matière à modeler, que je forme, que je partage, que je donne, que je vends aussi. Et puis on le sait, ce qu'on fabrique nous fabrique aussi, nous change. L'outil, l'œil, le cerveau, la main, le roi Gourand. Et je commence à comprendre le sens du mot résister. Et résister, c'est pas seulement s'arc-bouter contre l'ignorance ou repousser les mensonges factuels. Résister, c'est pas seulement souffrir sous la poussée des vents contraires. Résister, c'est aussi et surtout, et c'est là où on en arrive à notre sujet, c'est ouvrir d'autres possibles, permettre à d'autres possibles d'exister. Grâce à Thomas Gauthier, que je remplace avec joie ce matin, qui est professeur, chercheur, doyen à l'EM Lyon, et qui a créé un programme, un dispositif pédagogique Futur Durable, qui s'appelle dorénavant Futur Alternatif ou Alternative Futures, dans lequel je participe chaque année, avec beaucoup de plaisir. On fait de la prospective avec les élèves d'une école de commerce. Et la prospective, c'est quoi? C'est explorer des futurs crédibles, possibles, et de revenir dans le présent avec cette mémoire des futurs pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et donc, résister, c'est aussi apprendre à se décaler, c'est apprendre à changer de point de vue, c'est apprendre, comme nous aide à le faire la prospective, à ouvrir des portes mentales qu'on n'aurait jamais imaginé pousser. C'est la fameuse, comme le dit Kafka, c'est la fameuse porte dans mon appartement que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant. C'est découvrir d'autres voies, d'autres passages. Et c'est surtout plus considérer qu'il y a un bras de fer, plus considérer qu'on est dans une situation avec deux camps, avec des perdants et des vainqueurs. Et donc c'est passer quelque part de la résistance à la résilience, à la robustesse. Il faut toujours citer Olivier Hamon quelque part. Et j'apprends au contact de cette communauté que j'interviewe, que je rencontre, le soin du territoire, ce mot-là, le soin du territoire, le soin des liens, le soin des émotions, du vivant humain, du vivant non humain, je lis évidemment, du passé, de l'avenir aussi, de notre imaginaire, prendre soin de notre imaginaire, de notre émerveillement, le préserver, notre sensibilité à la beauté. Et j'ouvre les yeux et j'ouvre aussi les mots, mes phrases, mes textes, à cette idée que finalement résister, c'est ça, c'est être attentif à la beauté, porter de l'attention à la beauté, et c'est maintenir surtout au sommet de notre hiérarchie de valeurs la beauté et l'utiliser comme un guide. Et la beauté, finalement, c'est la vraie résistance. C'est la matrice fertile du monde qui change, qui est en train de changer plus vite, de façon plus instable et parfois plus inquiétante. Et la recherche de la beauté sous toutes ses formes, elles peuvent être petites ou grandes, elles peuvent être très libres, intimes ou académiques. Le mot important là-dedans, c'est la recherche. C'est être dans cette tension de recherche, de viser l'idéal et d'utiliser sa naïveté aussi comme moteur. Ça, c'est toujours utile. Et la tension vers la beauté, c'est ce qui nous fait avancer. On sait qu'on ne l'atteindra peut-être pas, sûrement pas. On ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, mais on a cette tension vers la beauté qui est une hygiène intellectuelle indispensable. C'est notre... Alors là, je vais citer Aurélien Barraud. Il faut toujours avoir une petite citation d'Aurélien Barraud aussi. Notre capacité à générer un surgissement, à produire ce qui demeurait impensable. Et ça, il l'utilise dans son dernier ouvrage pour qualifier ce qui nous distingue de la machine. Mais ça pourrait être une façon d'imaginer ce qu'est la beauté, ce que nous permet la beauté. C'est rester au plus près aussi du caractère incompréhensible du monde et de soi, de l'unité fondamentale de la réalité. C'est rester près du cœur. C'est aussi de l'énergie vivante à partager, à donner, à transmettre. C'est accepter d'être surpris, bousculé,
bousculé par des formes nouvelles. Et puis, une fois que la beauté, on l'accueille et qu'on la pratique, et qu'on essaye de la pratiquer, il faut rester toujours modeste, elle cesse de revenir, elle se sent à l'aise, elle est bien. Je peux essayer d'approcher une autre façon de dire la beauté. Dans un livre que j'ai publié en janvier, qui a été conçu par Estelle Berger, qui est là, et qui a été fabriqué à Lyon, imprimé et façonné à la main à Lyon. Dans ce livre, Le visage dans la pierre, qui décrit tout un voyage poétique sur la façon dont les mondes virtuels et les écrans endommagent notre identité, de cette farouche volonté d'abdiquer jusqu'à, in fine, une espèce de libération, de retour à soi, d'individuation. Et la beauté, in fine, est salvatrice. C'est celle qui nous attend au bout du chemin. C'est cette liberté d'incertitude qui se situe dans les dernières lignes du poème. Le tremblement, là où respire le monde. Voilà, c'est là où on va chercher la beauté. Et puis pour terminer, la beauté s'invite toujours là où on ne l'attend jamais ou rarement. À l'EM Lyon, ils ont des nouveaux bâtiments, un nouveau siège magnifique. C'est très corporate. Les architectes ici l'ont peut-être vu. C'est comme un siège social de grande entreprise. C'est vitré. Vous savez, ce simulacre de transparence. On vitre les bâtiments. En réalité, c'est un bâtiment qui est assez fermé. Il faut un badge pour rentrer. Ce n'est pas un bâtiment où on se sent créatif, où on sent qu'il y a de la beauté. Il y a des badges, il y a des gardes de sécurité à l'entrée. Il faut badger pour prendre l'ascenseur, il faut badger pour ouvrir les portes. On passe dans des couloirs qui se ressemblent tous. Et en décembre dernier, au dernier jour, dernier cours du parcours de prospective, j'avais une classe d'élèves qui était plutôt studieux, mais qui, ce jour-là, étaient extrêmement stressés parce que le lendemain, ils avaient des partiels. Et donc, ils avaient des quantités de choses à réviser, de la compta. Donc, ils n'étaient pas très attentifs. Et puis, on terminait à 19h, il était 19h moins 5. Puis, ils en avaient marre. Je donnais les dernières consignes. Et j'avais vu à la pause un élève qui avait un carnet de notes manuscrit dans lequel il avait écrit des textes. Alors, je lui demande ce que c'est. Il me dit je note des citations et des extraits de pièces de théâtre, de romans que j'apprends par cœur. Ça me détend plutôt qu'apprendre la compta pour les partiels. Bon. Et autant vous dire que c'est un élève plutôt discret, plutôt timide, que je n'ai pas vraiment remarqué, qui ne s'était pas fait remarquer jusque-là. Et pour terminer, je lui dis est-ce que je peux lire une partie un texte de ton carnet. Alors, lui, il n'osait pas le lire, donc je prends le carnet et je commence à lire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Alors vous reconnaissez peut-être, c'est la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac. Et cette tirade des non-merci, c'est un peu la variante de « je ne préférerais pas » de Bartleby. C'est une façon de résister. Non-merci, c'est une façon de résister. Non-merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre. Et là, j'ai un peu du mal à lire, parce que c'est écrit, c'est son écriture manuscrite, alors je peine un peu sur les mots. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais, et là, l'élève prend la parole depuis sa table et continue le poème par cœur. Mais chanter, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune. Et là, il y a le silence dans la salle, tout le monde est attentif, et on est tous, moi y compris, à l'écoute de cette beauté complètement improbable qui se manifeste, qui est fragile, éphémère. Et l'élève continue par cœur
Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Voilà. Merci et bonne matinée.